Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Marlène Schiappa. Je m'en fous de savoir si je suis essentialiste ou existentialiste. Je veux juste savoir comment je fais pour avoir une place en crèche, comment je fais pour être payée comme un mec, comment je fais pour monter mon entreprise, comment je fais pour être heureuse dans tout ça, quelle que soit la situation que j'ai choisie derrière. Marlène Schiappa est aujourd'hui le visage des droits des femmes au gouvernement. Elle succède à de grandes figures de l'imaginaire collectif féministe, comme Françoise Giroud ou Yvette Roudy. Cette fonction qu'elle occupe ne va pas de soi. Elle n'existe que depuis 1974 en France et a même disparu à certaines périodes, comme par exemple pendant toute la présidence de Nicolas Sarkozy, François Fillon étant Premier ministre. Simple rappel. Il n'a pas été évident de trouver un temps pour la poudre dans l'emploi du temps de ministre de Marlène Schiappa. Mais au prix de quelques heures d'attente dans le quartier de la rue Sainte-Dominique, où se trouve le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, j'ai réussi à lui voler 1 heure pleine. Nous avons mis ses conseillers à la porte et nous nous sommes assises dans son bureau. Même si son portable s'est mis à vibrer avec insistance à la fin de cette heure, notre discussion a été sincère, joyeuse et surtout détachée de l'actualité brûlante. Elle vous permettra, je crois, de mieux comprendre le parcours atypique d'une jeune blogueuse devenue ministre. Avec Marlène Schiappa, nous avons parlé de biberon, de littérature érotique et d'ambition. Marlène Schiappa, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette fonction, vous l'exercez à un moment important pour les droits des femmes. La parole se libère sur le viol, sur le harcèlement, 2 sujets que vous connaissez très bien. Les questions féministes sont au premier plan et vous êtes en première ligne. Marlène Schiappa, voilà ce dont je ne vais pas parler avec vous aujourd'hui. La laïcité, le harcèlement de rue, l'âge du consentement sexuel, les accusations de viol contre des membres du gouvernement, l'écriture inclusive, le voile, la PMA, le traitement médiatique du féminicide. Ces sujets sont importants, mais vous vous exprimez à leur sujet assez régulièrement dans les médias, donc je renvoie les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés sur votre position sur ces sujets vers les médias en question. Ici, si vous le voulez bien, nous allons parler de vous. Et parler de vous, c'est parler du parcours d'une militante féministe de longue date. Je le sais parce que je vous connais de longue date. La première fois que je vous ai rencontré, c'était en 2010, dans un événement du magazine Elle, où je travaillais à l'époque. Vous étiez là en tant que créatrice du blog devenu association Maman Travail, dont nous reparlerons tout à l'heure. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la ministre que j'ai face à moi est très différente de cette jeune femme de 2010 ? Oui. C'est pas une question de ministre ou pas ministre, mais je dirais que forcément, en 8 ans, on évolue. J'ai un enfant de plus, j'ai eu un parcours d'élu de maire adjointe entre-temps, j'ai créé d'autres entreprises, j'ai écrit d'autres livres, j'ai appris des choses dans ma vie personnelle. Donc ouais, forcément, on n'est pas la même à 27 ans, et on n'est pas la même en 8 ans, on évolue beaucoup, je pense, ouais. Alors dans La Poudre, on essaye toujours un peu de remonter en arrière pour comprendre comment se sont construites les femmes qui aujourd'hui font le 21e siècle. Vous avez grandi à Paris, dans le quartier de Belleville. C'était comment de grandir à Belleville ? C'était pas mal en fait. Moi j'ai passé effectivement toutes mes premières années dans le 19e arrondissement et dans une cité HLM, où on avait vraiment pas énormément d'argent, parce que quand je suis née...
Voilà, mon père, maintenant, est historien, il est président d'un institut de recherche. Quand je suis née, il était militant syndical et il s'occupait du courrier à la caisse d'allocation familiale. Et ma mère était instite, elle sortait juste de son premier stage d'institutrice. Elle surveillait les cantines et les garderies pour gagner un peu plus d'argent. Et rapidement, j'ai eu des petites sœurs, des frères, et voilà, on était tous dans la même chambre. Voilà, la vie en cité de l'époque, quoi, des années 80. Vous étiez l'aîné de la famille ? Ouais, je suis l'aînée, ouais. Alors, vous venez de le faire d'ailleurs, vous parlez souvent de votre père dans vos interviews et on comprend qu'il vous inspire. C'est quand même une sacrée figure intellectuelle et militante. Vous nous l'avez rappelé, docteur en histoire, spécialiste du mouvement anarchiste, membre de l'organisation communiste internationaliste. Qu'est-ce que vous lui devez à ce papa ? Plein de choses. D'abord, peut-être une partie de mon caractère, dans la mesure où voilà, c'est effectivement quelqu'un qui a une très forte personnalité, et c'est un euphémisme le concernant, qui fait pas beaucoup de compromis, qui est vraiment, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment les valeurs, les principes. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne médit jamais. Mon père déteste les médisances, les ragots, le fait de dire du mal des gens. Et très souvent, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un en termes de ragots. Dire qu'il n'était pas d'accord avec quelqu'un, avoir des débats d'idées, oui, mais supporter des ragots, des médisances, etc., jamais. Et c'est quelqu'un surtout qui travaille sans cesse, qui a toujours à mener son travail. Mais pour dire le genre de personne que c'est, je lui ai demandé là il y a quelques jours quand est-ce que tu es libre pour le voir. Il me répond un texto en lettres majuscules: je suis libre depuis que je suis née. Je réponds ok, ça inclut samedi matin ou c'est juste moi je voudrais trouver un créneau et être un peu terre à terre. Mais voilà, tout évite un débat philosophique de principe avec lui. Ouais. Ça va pas être de tout repos non plus. Non, c'est pas reposant, non, c'est sûr. Mais je pense, avoir un père comme lui, c'est pas reposant. Je pense qu'avoir une fille comme moi, c'est pas très reposant non plus pour les parents. Votre maman aussi a toujours été engagée politiquement, je crois. Elle est aujourd'hui proviseure adjointe d'un lycée à Dijon. C'était quel genre de femme dans votre enfance ? C'est quelqu'un qui travaillait énormément aussi. Moi, quand j'étais petite, j'ai jamais vu ma mère assise sur un canapé, regarder la télé. Voilà. Puis moi, j'étais élève dans l'école où ma mère était maîtresse. Donc forcément, quand on est la fille d'une maîtresse, c'est un statut qui est particulier. C'est le meilleur statut, je crois, pour un enfant, d'être la fille d'une maîtresse. C'est vrai, ça met pas un peu de pression aussi ? Non, si un peu, ouais, parce que le week-end, ça veut dire qu'il y a les collègues de l'école qui sont là, elle a un accès direct à nos notes en temps réel, etc. Mais en même temps, les autres enfants sont hyper gentils avec nous. On est tout de suite, moi, les devoirs, c'était quelque chose de vraiment sacré chez moi. Donc on avait tout de suite des vérifications de devoirs, etc. Et ma mère est d'origine italienne, elle est partie vivre ensuite en Italie quelques années à Florence. Et donc, forcément, ça fait beaucoup de Méditerranée dans la famille. Oui, parce que j'allais y venir. À la Corse, qui a joué un rôle dans votre enfance très important. C'était votre lieu de vos vacances d'été pendant, je crois, toute votre enfance jusqu'à 17-18 ans. Vous avez aussi des grands-mères et des arrière-grands-mères corses dont vous étiez, je crois, assez proches. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que la culture corse apporte à l'éducation d'une fille ? Est-ce qu'il y a une façon particulière, culturellement, d'être femme corse ? Ouais, complètement, mais c'est quelque chose de très mystérieux et qui a jamais été vraiment analysé de manière scientifique par des sociologues. Mais la situation des femmes corses, elle est particulière. Par exemple, c'est le plus fort taux de féminisation de la création d'entreprises en France. C'est la Corse. Voilà, on a fait un certain nombre de rendez-vous en préfecture avec des organismes, des élus corses, etc. Et quand on regarde les chiffres, il s'avère que c'est là-bas qu'en proportion par rapport au nombre d'habitants, il y a plus de femmes qui créent des entreprises. Et en même temps, c'est aussi un endroit où les femmes sont hyper tranquilles dans l'espace public. C'est-à-dire que le harcèlement de rue, c'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien des femmes corses. Il y a un genre de respect des femmes dans l'espace public. Vous pouvez aller en boîte en Corse, vous allez pas vous faire importuner, comme on dit maintenant. Vous pouvez rentrer. Moi, quand je suis à Ajaccio, je rentre chez ma grand-mère qui habite dans un quartier populaire, y compris à minuit, à pied. Jamais personne ne vient m'embêter. Et si quelqu'un vient vous embêter, il y aura toujours un autre homme pour intervenir et pour dire on parle pas comme ça aux femmes, on se comporte pas comme ça. Donc il y a une forme de très très grand respect et avec en même temps aussi beaucoup de violence intrafamiliale parce que la Corse reste un endroit
qu'il y a cette culture violente. Alors moi, je dirais pas que ça coule dans nos veines, contrairement à ce qu'avait dit un ancien ministre. C'est culturel parce que c'est historique, parce que la République de Gênes a choisi d'armer la Corse en disant en gros que c'était trop compliqué de réguler les rapports entre les Corses. Donc en gros, on va leur donner des armes et qu'ils se débrouillent. Mais dans l'éducation, ça a un rôle particulier. Je suis en train de finir un livre que j'écris qui sont des lettres à mes filles, qui sort en mai, dans lequel j'explique que je raconte une scène qui est vraie. Ma fille a reçu un cadeau d'un garçon et je lui dis tu ne dois pas accepter les cadeaux. Et elle me demande pourquoi et je lui dis mon père m'a toujours dit, que sa grand-mère lui a toujours dit, un jour on t'amène un lapin, on t'offre un lapin comme cadeau pour le dîner et tu sais pas pourquoi, une semaine après tu dois cacher des fusils dans la bergerie. Et c'est vrai qu'effectivement en Corse tout prend des proportions incroyables d'un seul coup et qu'on a aussi ce rapport avec une forme de milieu, comme on dit, assez compliqué. Donc je pense qu'il y a une forme à la fois de défense très, très forte, de défense de soi et en même temps de place des femmes qui est vraiment particulière. Ouais. Moi, j'ai lu des choses, d'une interview que vous avez faite il y a quelques années qui m'a beaucoup plu. Vous parliez de la région de l'Alta Rocca, donc qui est la région d'origine de votre papa. Ouais. Et dans cette région, il y a beaucoup de légendes apparemment autour de la sorcellerie, qui sont aussi des références assez récurrentes de l'imaginaire féministe. Je me demande en quoi ça a pu être dans votre enfance, être présent d'une façon ou d'une autre. C'est extrêmement présent parce qu'on est bercé avec toutes ces légendes quand on est enfant. Et c'est des légendes qui nous paraissent vraies. Il y a toujours des mélanges de réalité et de choses imaginaires. Nous, par exemple, notre village, il est en dessous de grottes dans le maquis. Et on dit que nos ancêtres vivaient dans ces grottes et qu'ensuite ils sont descendus au Moyen-Âge pour fonder le village. En réalité, on n'a pas de preuve historique de ça, mais c'est vraiment ce qui se répercute. Et puis, il y a des légendes de clans aussi. Nous, moi, quand j'étais petite, quand j'allais me promener dans le maquis, on me disait, si t'es perdu dans le maquis, tu cries 3 fois le nom de notre clan corse, qui est Barabi. Tu cries Barabi, 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 et quelqu'un va surgir du maquis et va t'aider. Et on dit que dans le maquis, il y a des fleurs immortelles qui peuvent exaucer les souhaits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très présent. Je crois que vous avez complètement raison de le lier à l'univers féministe, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi de reprendre le pouvoir sur certaines choses. On n'a pas de preuve que la sorcellerie fonctionne. On a même plutôt des preuves du contraire en général. Mais effectivement, je pense que c'est un peu la plume de Dumbo l'éléphant. C'est un truc qui donne conscience. Moi, je dis à mes filles que toutes les femmes de la famille sont magiques et qu'elles peuvent faire de la magie aussi si elles veulent. Et souvent, elles sont étonnées elles-mêmes que ça marche. En fait, c'est juste la confiance en soi et le fait de vouloir quelque chose et de s'en donner les moyens. Mais c'est plus joli aussi quand ça passe par la magie. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? On me parlait comment ? Ouais. C'est-à-dire ? Sur quel ton ? Sur quel mode ? Quelle éducation vous avez reçue ? Moi, mon père surtout m'a toujours parlé comme si j'étais un adulte. Ouais. Enfin, il ne faisait pas, il nous bêtifiait pas entre guillemets et comme si on était des garçons, c'est pas la bonne formulation, mais il faisait pas de différence. C'est-à-dire, on parlait beaucoup de foot avec notre père, notre grand-père. On parlait beaucoup de politique. Il y avait des conversations politiques avec nous. Très tôt, moi, quand je ramenais par exemple une note pas terrible et que je disais à mon père j'ai fait ce que j'ai pu, il me disait mais on fait pas ce qu'on peut dans la vie, c'est vraiment menchevique de dire ça, les bolcheviks font tout ce qu'ils doivent, pas ce qu'ils peuvent. Comment tu crois que les révolutions se sont faites dans l'histoire ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit ah désolé j'ai fait ce que j'ai pu ? Donc voilà, c'était vraiment, on avait vraiment quelque chose de très politisé, très engagé en tout cas. Donc même des notions de philosophie politique assez complexes comme ça, vous étiez tout de suite inculquée presque toute petite, quoi. Moi, le poupon de ma petite sœur s'appelait Gorbatchev. Il avait une tache de vin sur le front. Notre père nous ramenait des foulards Robespierre, des congrès dans lesquels il allait. On a fait des manifs hyper petites. Moi, la blague familiale, c'est dire que, il paraît que quand j'étais petite, je croyais que Trotsky, c'était un ami de la famille. Tellement mon père disait tout le temps Trotsky a dit ou Marx a dit. Je disais, quand est-ce que Trotsky et Marx ils viennent manger ? Enfin voilà, un jour, je suis rentrée dans le salon de mes parents, j'ai vu qu'il y avait ils étaient avec des amis. J'ai dit, c'est les réunions de la cellule départementale. Ils me disent, non, c'est juste des amis qui boivent un verre. Mais voilà, on a vraiment baigné dedans complètement. Donc en fait, beaucoup de travail, beaucoup d'intellectualisme, j'allais dire, ou de philosophie politique, et des émotions, ou ça empêchait peut-être un peu les émotions, le fait qu'il y ait autant de... Non, des émotions aussi, ouais, bien sûr, oui. Enfin, mon père, quelqu'un de très sensible, donc oui, mes grands-parents aussi. En plus, c'est hyper cliché ce que je veux dire, mais en même temps, c'est vrai. On est méditerranéens, donc on exprime beaucoup nos émotions. Ouais. Et en plus, le père de mes filles est marseillais, d'origine aussi un peu italienne, pied noir, etc. Donc nous, on est beaucoup dans la théâtralisation. Enfin, nous, on prend pas sur nous quand on n'est pas content. C'est les portes qui claquent, les cris, etc. C'est un mode de communication. En fait, on a appris que ça. On ne sait fonctionner que comme ça.
Alors, j'ai l'impression que vous avez eu une drôle de période à la sortie de l'adolescence. En Ouais. mettant bout à bout les informations que j'ai glanées, à 17 ans, vous passez les concours de la gendarmerie nationale. Heureusement sans succès. Non, je les ai pas passés, en fait, je les ai préparés. Vous avez envisagé je me suis de les passer. désistée. Mais ouais, je les ai préparés, j'allais à la caserne et tout, ouais, j'ai fait le parcours et tout. Alors, je continue après, peut-être que Ouais. vous expliquerez. À 18 ans, vous vous présentez aux élections municipales à Paris sur Oui, une liste c'est vrai. associative. Ouais. Et à 19 ans, vous vous mariez. Ouais. Alors, c'était Ça, quoi? Une envie d'arriver dans l'âge adulte le plus vite possible? Ouais, bien sûr, il y avait beaucoup de ça. Mais comme beaucoup d'enfants de parents séparés, mes parents sont séparés quand j'étais petite. Donc, je pense qu'il y avait effectivement une volonté de construire sa propre famille, que ma sœur a eu aussi, parce que elle s'est mariée très tôt aussi. Elle a 5 enfants, elle est plus jeune que moi. Elle a eu son premier enfant à 23 ans comme moi. Donc, je pense qu'on a vraiment cette envie de construire notre famille à nous, de devenir mère, en fait. Et ouais, moi j'étais très intéressée dès que j'étais petite par le mariage, la maternité. Je voulais vraiment travailler et vivre ma vie, mais je voulais aussi me marier, avoir des enfants. C'était vraiment un objectif pour moi. Donc ouais, je me suis mariée tôt, mais j'ai divorcé quelques semaines après. Quelques Voilà. semaines, waouh, Ouais, pas mal. ouais, très rapidement. C'était une erreur. Non, je dirais pas. Enfin, moi, je suis pas. Il y a pas d'erreur parce que tout apprend des choses. Ça m'a appris des choses, mais c'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir dans ma vie. Ouais, effectivement. Et la gendarmerie, c'était une forme de rébellion, j'imagine, par rapport à quand vous l'éducation avez très des à parents gauche. qui sont très très à gauche, qui sont trotskistes, quand vous dites j'allais fumer une cigarette, votre père vous dit ok vas-y fume. Enfin voilà, c'est hyper difficile de transgresser quoi que ce soit et de se positionner contre ses parents. Bien qu'on avait quand même des interdits, on n'avait pas le droit de sortir. Bon, la première fois que je suis allée en boîte de nuit, j'étais déjà mère de famille parce que jusqu'à mes 18 ans, j'avais pas le droit de sortir le soir. Ah ouais. Mais effectivement, c'était peut-être aussi une forme de rébellion, puis d'intérêt aussi. J'ai une forme d'attrait aussi pour... j'ai du mal à supporter la hiérarchie ou l'autorité sur moi si je la trouve pas légitime, et je crois que c'est très générationnel, ça. Mais en revanche, moi, j'aime bien avoir de l'autorité, voilà, incarner quelque chose qui soit lié à ça. Donc... la gendarmerie, c'était quelque chose de très, très intéressant. Et puis, il y avait très peu de filles qui préparaient les concours, et donc on nous traitait mais extraordinairement bien dans les préparations. Alors, vous y avez un peu répondu, mais c'est une question rituelle que je pose dans la poudre. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme? Non, je suis devenue femme, clairement, parce que moi, j'étais un peu... je me disais pas, quand j'étais petite, je me disais pas « je suis une fille ». Voilà, et ça, je le vois avec ma fille cadette qui a 6 ans. Et autant ma fille aînée, très vite, elle a été très fille, alors que je faisais attention à lui donner une éducation, à pas lui mettre du rose, à lui mettre du blanc. Ouais. Enfin, vraiment à suivre le bon mode d'emploi de l'éducation non genrée des enfants. Résultat, très vite, elle a adoré le maquillage, les vernis, la mode. Voilà, et ma fille cadette, le même genre d'éducation, mais elle a compris récemment qu'elle était une fille, je crois. Et quand on lui offre par exemple des jouets, il y a écrit fille, elle raye fille pour écrire enfant à la place. On se demande de qui attire ça. Voilà. Donc effectivement, et moi je me souviens très bien avec ma sœur, on allait souvent donc dans les bars, dans les quartiers populaires à Marseille ou à Ajaccio avec mon père et mon grand-père, et on y retournait une fois, on avait peut-être 18 ou 19 ans, on arrive et tout le monde dans le bar se met à nous fixer. Nous on prend l'équipe sur le comptoir, on commence à discuter, on va faire un flipper et tout, et je dis mais pourquoi tout le monde nous regarde? Et on se regarde et on se dit mais je crois que c'est parce qu'on est des filles, en fait on est les seules filles du bar. Et ma sœur me dit, mais avant aussi, on était des filles. Je dis, non, avant, on était des enfants. Donc, on avait 5-6 ans, on pouvait nous tolérer parce qu'on était avec notre père et notre grand-père. Maintenant, on est des filles. On a des jupes, on a des cheveux, du maquillage. On a tous les codes de la féminité. Donc, il y a des gens qui considèrent qu'on n'a pas notre place dans ce bar pour lire l'équipe avec eux. Et est-ce que le fait de se sentir femme, d'être devenue femme, ça a été lié à la maternité pour vous? Cette maternité que vous avez désirée très tôt, vous venez de me le dire. Oui, aussi, sûrement. Moi, j'aurais été désespérée dans ma vie si j'avais pas eu d'enfant. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je comprends complètement qu'il y ait des femmes qui n'aient pas envie et des hommes qui n'aient pas envie d'avoir des enfants, que ce soit pas quelque chose d'important pour eux. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc à 23 ans, vous avez votre fille aînée. À l'époque, vous travaillez en agence de publicité, et vous réalisez qu'il est très difficile de concilier carrière et maternité. Et c'est vraiment une indignation politique qui naît, qui continue de nourrir votre engagement et même votre métier. Est-ce que finalement, c'est la maternité qui vous a permis de trouver l'endroit de votre militantisme, un militantisme Absolument. qui n'était pas celui de vos parents au fond?
Ouais, totalement, parce que, moi, j'ai commencé à être un peu sensibilisée quand j'ai commencé à travailler. En dehors de la théorie, je veux dire, parce que la théorie, elle m'a pas intéressée adulte, parce que je l'ai eu très tôt. Des livres du collectif féministe de Boston, je les avais quand j'avais 8 ans. Notre corps Louise nous-mêmes, Michel, voilà, un Notre livre corps très nous-mêmes, important. exactement. Louise Michel, Rosa Luxembourg, Simone de Beauvoir, même Elisabeth Badinter, tout ça, c'est des livres que j'ai lus vraiment très jeune. Virginia Woolf, donc l'aspect théorique de la chose, je l'avais vraiment. Et puis mon père surtout nous en parlait énormément. Puis mes grands-mères m'en parlaient, me disaient que c'était important de travailler, etc. Mais l'aspect vraiment pratique et concret, j'ai trouvé que c'était ça qui manquait. Et c'est pour ça que j'ai créé Maman Travaille, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'iraient jamais suivre des cours, des gender studies, qui n'allaient jamais ouvrir ce type de livre, mais qui avaient besoin d'égalité dans leur vie et de savoir comment trouver leur place en tant que femme dans la société. Et c'est ça qui m'avait amenée aussi à créer Maman Travail. Il y avait des réseaux pro un peu élitistes, des associations familiales souvent un peu conservatrices, et puis des associations féministes, mais il n'y avait rien qui correspondait vraiment à ce que je voulais porter moi. Si on revient à cette jeune femme de 23 ans, qui a son premier enfant, si on prend une photo d'elle, un petit Polaroid, vous vous rappelez de quel état d'esprit quel rêve vous aviez, comment vous vous imaginez votre avenir à cet âge-là? Quand je venais d'avoir ma fille? Ouais, avant 23 ans. Je me posais pas de questions d'avenir. En fait, je me suis jamais dit dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là. De toute façon, même si j'avais pu imaginer quelque chose, quand j'étais à la maternité, si on m'avait dit en fait tu vas créer un réseau qui s'appellera Maman Travail, ça va cartonner, tu auras plein de monde, tu vas écrire en 10 ans, tu auras écrit 15 livres, dont un roman adapté au cinéma par Mélissa Theriot, et tu vas être nommée au gouvernement par le président de la République, ça m'aurait paru totalement surréaliste. Mais il y a une phrase qui dit « J'ai jamais rêvé du succès, j'ai toujours travaillé pour ça ». Et moi, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai jamais perdu de temps à rêver de ce que je pourrais faire. J'ai d'abord pensé à qu'est-ce que je pourrais porter avec les autres, parce que ma chance, ça a été que j'ai toujours été bien entourée avec des femmes qui étaient engagées, des hommes qui m'ont aussi donné ma chance pour progresser. Et je pense que c'était ça. Avant tout, c'était qu'est-ce qu'on porte et comment on travaille pour le porter. Le mot travail, vous l'avez prononcé déjà une bonne dizaine de fois depuis le début de l'interview. Possible. C'est une valeur qui est vraiment importante pour vous. J'ai l'impression que, en préparant l'interview, je me suis rendu compte que c'était vraiment le point cardinal un peu de votre vie, même, j'avais envie de dire. Ouais, complètement. Mon mari m'a traité staccanoviste hier. Ouais. Mais oui, complètement, parce que je pense que je sais pas fonctionner autrement. En fait, je fais partie de ces gens un peu flippants qui savent pas prendre de vacances. Je prends pas de week-end. Là, j'ai voulu aller faire un pique-nique avec des amis dimanche au But de Chaumont pour la première fois depuis hyper longtemps. Et en fait, j'ai oublié mon téléphone portable. Et j'ai failli vraiment rentrer chez moi, refaire 1 heure de trajet pour aller le chercher. Finalement, j'ai renoncé. Bel acte manqué, bravo. Tout le monde s'est moqué de moi en disant « Ah, elle va pas travailler pendant 2 heures, elle va faire un AVC, c'est pas possible, etc. » Ça, vous l'aviez déjà à l'époque? Ça, je l'ai toujours eu, vraiment, tout le temps. Si j'ai pu... à la base, j'ai rien pour moi. À la base, je suis une fille qui grandit dans une cité HLM, on est toutes les sœurs dans la même chambre, avec des parents de la classe moyenne, voire d'un milieu plutôt populaire, où on n'a pas beaucoup d'argent. En tout cas, on a un capital culturel, mais on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas de patrimoine. Je connais personne, j'ai aucun réseau, j'ai pas de diplôme parce que je me marie, je divorce, et puis tous mes diplômes, je les ai acquis en cours du soir ensuite, un par un. Mais à la base, quand j'ai 18-19 ans et que j'arrive chez Havas, il y a rien. Je veux dire, la probabilité pour que j'arrive à faire ce que j'ai fait, elle est de 0,01%. Et si j'ai réussi à faire tout ça, c'est que j'ai travaillé sans cesse. J'ai passé plein de diplômes, j'ai pris plein de cours, j'ai fait plein de formations. J'ai toujours voulu m'améliorer. J'ai toujours été prête à remettre mon métier sur l'ouvrage pour faire mieux, pour progresser, pour écouter ce que les gens avaient à me recommander. Donc je pense que le travail, c'est ce qui permet aussi de faire avancer ce qu'on défend. Mmh. Alors, on passe quelques étapes, parce que vous allez vite, vous faites beaucoup de choses déjà à 35 ans. Il y a tellement d'aléas à votre carrière. Mais en gros, après la naissance de votre enfant, donc vous quittez la boîte dans laquelle vous travaillez à l'époque, vous montez une autre entreprise, vous travaillez comme rédactrice indépendante, vous lancez un premier blog, Les Passionnariats. Ouais. Le premier féminin sans pub, sans régime et sans Paris Hilton. On est en 2006 à l'époque et j'adore. Et en 2008, vous créez donc le réseau Maman Travail qui deviendra et est toujours une association très active. Et moi, ce qui me fascine, c'est son nom. Maman Travail, c'est une proposition féministe extrêmement précise.
j'ai l'impression. Complètement, ouais, c'est un segment, comme on dit en marketing. Mais alors, il y avait 2 choses. D'abord, effectivement, quand je dis que j'ai appris, c'est quand j'ai créé lespassionnariats.com, ça n'a pas du tout marché. Mais alors, pas du tout. Alors que moi, j'étais partie de chez Aurore SCG pour créer ça. C'était vraiment mon projet. J'ai mis de l'argent dedans, j'ai mis de l'énergie, des nuits blanches, etc. Et ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi aux raisons qui avaient fait que ça n'avait pas marché. Et notamment, il y avait le nom. Parce que une passionnariat, on sait ce que c'est, mais quand on dit en radio, par exemple, ou en télé, j'ai un site qui s'appelle lespassionnariats.com, allez voir ce que c'est. 1, c'est trop long. 2, les gens comprennent pas, il faut vraiment articuler. Et 3, on comprend pas de quoi ça parle tout de suite. Ça tilte pas chez les gens. On se dit pas, ah, bien sûr, ça parle de tel truc. Et du coup, je me suis tout de suite dit, si un jour je remonte un autre site, je lui donnerai un nom hyper simple, hyper clair, avec des mots de la vie de tous les jours que les gens comprendront. Et donc, Maman Travaille, ça correspondait complètement à ça. Et ça correspondait à quoi, passionnariat, pour vous ? En fait, c'est le nom. La passionnariat, c'était un personnage donc, qui était Dolores Ibarruri Gomez et qui était une femme politique très à gauche, qui avait eu, je crois, 5 enfants et qui a énormément milité politiquement pour la lutte contre les injustices sociales, etc. Et puis, il y avait aussi un truc un peu second degré, de dire que souvent, on me disait que j'étais une passionnariat de quelque chose avec un ton un peu moqueur. Et en gros, l'idée pour moi, c'était de dire que, ouais, on est passionnariat de plein de sujets. Et il y avait des rubriques de lecture, culture, cinéma, tout sauf justement du people et des régimes. Et je pensais que ça pouvait correspondre à une attente de certaines femmes. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Ah ouais, on est clair. à peine au début du moment où les magazines féminins ont, vous le savez très bien, des sites internet. Ouais. On est vraiment, à l'époque, il y a glamourparis.com, il y avait un L.fr, mais qui n'était pas un mag en ligne, qui était un site vitrine. Et je crois que c'était tout à ce moment-là. Et là, je lance ça en prenant un contre-pied, mais voilà, pas comme il faut. Et du coup, Maman Travaille, l'idée, c'était de dire justement que je pense qu'on est peut-être une génération qui aspirait vraiment à la conciliation. On a eu la génération un peu des working girls, ou en tout cas présentée comme ça. Avant, il y avait la génération où on se réalisait uniquement comme mère. Et là, je faisais le constat qu'on est une génération qui a envie de faire les deux plutôt bien, de rien négocier, de pas se laisser culpabiliser non plus, de pas se laisser avoir par cette double injonction de vous devez travailler énormément, avoir une super carrière, mais aussi être une très bonne mère qui fait des petits pots, maison, etc. Et l'idée, c'était de fédérer les femmes autour de ça pour partager des conseils les unes les autres, mais aussi pour agir comme un lobby politique. Et on est allé voir des députés, des ministres, des maires. On a créé un pacte transparence crèche pour faire en sorte que le fait d'accéder à une place en crèche, ce soit plus transparent, plus fluide et plus facile pour les parents. Donc l'idée, c'était vraiment d'être concret et quotidien. C'est vrai que Maman Travaille, en fait, en regardant effectivement tout ce que vous venez de décrire, les pétitions que vous avez lancées, il y avait beaucoup d'ateliers qui étaient organisés, vous avez fait des conférences, écrit des livres. Ça a été un peu votre école politique, j'ai l'impression. Ça vous a aussi permis de vous construire l'expérience, je pense, que vous appliquez aujourd'hui dans vos fonctions actuelles. Oui, bien sûr, puisque l'idée, c'était de voir comment on pouvait faire vivre des sujets. On a travaillé, fait des propositions sur des lois. Enfin, on a fait vraiment des choses. L'idée, c'était de faire exister le sujet, en tout cas dans le débat public et politique. Et puis, effectivement, c'est formateur quand vous avez une structure que vous créez, qui n'a pas 1 euro de subvention. On n'a jamais demandé aucune subvention publique. Et puis, qui doit se débrouiller pour créer un programme, un budget, conquérir des choses, proposer des choses aux mères qui travaillent et aux pères aussi. Quand on réfléchit à ce que c'était à l'époque, c'était un blog et on était avant l'explosion des réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'impression que ce que vous avez créé, c'était aussi un espace de parole où les femmes pouvaient se mettre en lien, témoigner, s'entraider. Il n'y avait pas vraiment d'endroit, en fait. Aujourd'hui, on est habitué aux posts Facebook fleuve où les nanas racontent leur accouchement, leur congé mat, etc. Mais à cette époque, c'était quand même complètement innovant d'arriver à avoir cet espace-là. Ouais, complètement. Et comme vous l'avez dit, voilà, ça a été un énorme carton. Les visiteurs se sont comptés assez rapidement en millions. Est-ce que vous considérez devoir beaucoup au web, à Internet? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. En fait, entre les deux, entre les passionnariats et Maman Travaille, je passe au Bondi Blog. Donc, j'avais créé une petite entreprise qui a été rachetée. Et donc, je suis devenue directrice éditoriale d'une agence de presse. Et entre-temps, j'étais passée par le Bondi Blog. Je les avais rencontrés dans un café. C'était le Bondi Blog de l'époque, donc qui venait de se créer, qui avait 1 an, je crois, ou 2 ans.
Et ils n'avaient pas de femmes dans leur équipe, enfin très peu en tout cas. Et moi, j'avais envie de faire plein de trucs, notamment sur la place du business dans les quartiers et comment les banlieusards pouvaient devenir une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, on avait lancé un blog thématique là-dessus. Et ils m'ont vraiment appris énormément. Ils m'ont appris à gérer une communauté en ligne, à gérer le lien avec les réseaux sociaux, à avoir une distance et en même temps une connivence, une proximité. Et ensuite, on avait dans nos clients principaux Yahoo qui m'a confié la gestion de plein de blogs qui avaient énormément de succès, pas forcément grâce à moi, grâce à l'audience de Yahoo qui était énorme. Et du coup, ça m'a appris à gérer des communautés, à gérer effectivement ce flot de commentaires de gens qui parlent et aussi à comprendre ce que les gens veulent. Parce que parfois, on dénigre un peu. Souvent, quand j'ai été nommée, on me disait genre « Ah, elle était blogueuse », genre avec de la condescendance, comme si voilà, très blogueuse, péjoratif comme terme. Pour les gens, blogueuse, c'est quelqu'un qui met des photos de macarons sur Instagram. Et non pas que je méprise ça, hein, c'est aussi un art. Et je pense que toutes les personnes qui animent des réseaux sociaux, il y a un art aussi derrière. Mais là, en gros, ce que ça m'a appris, c'est aussi de comprendre ce que voulaient les femmes. Quand j'avais un article, par exemple, sur le viol et qu'il y avait un nombre incroyable de gens qui le partageaient, je me disais, ça veut dire quelque chose. J'avais fait un post « Comment accoucher après un viol ?» parce qu'il y avait une femme qui était venue m'en parler. Et c'est un sujet dont personne ne parle jamais. Je veux dire, pratiquement, accoucher après un viol, c'est un deuxième événement traumatisant pour les femmes qui ont été victimes de viol. Et c'est un sujet dont on ne parle pas. Comment on travaille après une césarienne ? Moi, j'avais une copine qui avait accouché en même temps que moi, qui avait une césarienne. Elle me disait, je ne veux pas retourner au boulot parce que je ne peux pas fermer mes pantalons. Ça me fait mal, c'est sur ma cicatrice. Et clairement, je me disais, ah ouais, mais personne n'explique ce genre de choses. Comment on fait pour aller travailler après une épisiotomie ? Comment on fait pour se remettre dans le travail quand on n'a pas de mode de garde et qu'on ne sait pas où son enfant est gardé ? Comment on fait pour travailler alors qu'on doit se réveiller toutes les 3 heures pour donner le biberon pendant la nuit ? C'est pas humain. Toutes ces questions, elles me semblaient primordiales et je voyais plein de femmes qui les tapaient sur Internet et puis qui arrivaient sur mon blog de cette manière en me disant, effectivement, ça, c'est des angles morts des politiques publiques. Ah ouais, c'est vraiment un espace de parole. Hein. C'est ça qui m'a frappée en allant même voir les archives du site. Et donc cette façon de dire que vous êtes construite par Internet, vous l'assumez. On n'est jamais construit que par un truc, mais c'est vrai on est dans une époque où on veut nous réduire. On m'a dit effectivement j'étais construite par mon père d'extrême gauche, par les blogs, par le Bondilogue, par le maire du Mans, pour qui j'ai été élue pendant 5 ans, par Emmanuel Macron, parce que j'ai fait sa campagne et donc j'ai travaillé pour lui, avec ses codes, sa manière, ce qu'il incarne, sa vision du pays. Donc on n'est jamais construit que par une chose, il y a toujours un amas d'énormément de choses. Alors, parallèlement à cette activité digitale, vous tissez aussi un lien très fort avec l'édition, avec les livres. Vous avez toujours écrit, en fait. Vous avez déjà plus d'une 20aine de livres à votre actif, à seulement 35 ans. Alors, des essais, mais aussi des romans. Et moi, je me rappelle, votre premier roman, je l'avais reçu quand j'étais journaliste à l'époque. Je l'avais lu et apprécié. Ça s'appelait Pas plus de 4 heures de sommeil. C'était l'histoire de 2 amies, dont l'une était un peu la mère au foyer qui s'ennuyait et l'autre la working girl sans enfant. Et elles s'aidaient mutuellement à accomplir leurs rêves. Donc, on est encore dans le maman-travail. Quel rôle elle joue dans votre vie, l'écriture ? Un rôle majeur. Peut-être même plus que la politique, si on fait des hiérarchies. Mais parce que c'est quelque chose... C'est nécessaire pour moi. Écrire, c'est comme boire, manger, dormir. C'est même plus important que dormir si on doit faire une hiérarchie. Je sais pas faire autrement, en fait. J'ai toujours écrit. Je pense qu'à la base, on revient aux histoires d'enfants. Je suis un peu ma thérapie avec vous. Mais, ça s'appelle la poudre. Voilà, c'est la poudre. D'abord parce que je pense que quand on a... C'est là pour faire Zola, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas... Peut-être que si mes parents avaient été très riches, je m'avais inscrit à des stages d'équitation ou des trucs que faisaient des copines après, ou si j'avais fait comme mes copines quand j'étais au lycée dans le 16e, parce que j'avais une dérogation, elles partaient le week-end faire des week-ends shopping à Londres. Nous, on avait déjà à peine de quoi payer la cantine, donc des week-ends shopping à Londres, c'était complètement surréaliste. Et du coup, moi, souvent, j'écrivais, c'était mon loisir, en fait, c'était ma manière de m'exprimer et c'était mon occupation. Donc, j'ai toujours écrit petite des histoires, des lettres, énormément, et j'ai toujours gardé cette habitude et je sais pas faire autrement que ça, en fait. Et je suis aussi peut-être passionnée par les gens, et ça, c'est le point commun, je pense, entre l'écriture et la politique, c'est que la vie des gens m'intéresse. Quand je croise des gens dans la rue, j'ai tout le temps envie de savoir qui ils sont, où ils vont, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin, quels sont leurs enjeux dans la vie. Et j'ai envie de le savoir et de répondre à leurs problèmes. Ça, c'est la politique. Ou alors d'y penser et d'inventer éventuellement. Et ça, c'est la littérature.
Donc pour vous, l'écriture, c'est une façon d'explorer le monde. Vous êtes quel type d'écrivain ou d'écrivaine plutôt? Vous prenez des notes au fur et à mesure toute la journée. Comment vous faites pour écrire tous ces bouquins déjà? C'est vraiment la question que je me suis posée hier soir. J'écris plein de choses tout le temps et parfois ça fait un livre. En fait, je me dis pas je vais écrire un livre sur telle chose. J'écris tout le temps en continu et puis au bout d'un moment, je relis ce que j'ai écrit et je me dis tiens, là il y a un thème, ça peut faire un livre. Pas plus 4 heures de sommeil. À la base, c'était des petites nouvelles. J'écrivais et j'avais écrit peut-être 12 ou 20 portraits de mères qui travaillent. En racontant leur vie, etc. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, il y en a 2 qui pourraient se rencontrer, un peu comme dans un film de Lelouch, et être amies. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, je me dis, ça pourrait être un roman avec 2 héroïnes qui se rencontrent et qui ne forment qu'un finalement, avec une mère et quelqu'un qui travaille. Il y a aussi ces essais très, très intellectuels, très étayés que vous écrivez. Le dernier sur la culture du viol est vraiment, d'ailleurs le seul ouvrage qui existe actuellement en France sur cette question qui a pourtant été très traité outre-Atlantique. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui relève de pas de la vengeance sociale, mais un petit peu quand même de revendiquer l'accession à un certain niveau universitaire que vous n'avez pas pu avoir quand vous étiez plus jeune? Je sais pas, non, je dirais pas, c'est pas de la revanche sociale parce que, comme je vous l'ai dit, même si on n'avait vraiment pas d'argent, il y avait vraiment, dans ma famille, il y avait toujours un niveau intellectuel très élevé et puis une exigence intellectuelle. C'est-à-dire, vous pouviez pas, dans un repas de famille, dire j'en sais rien ou j'ai pas d'avis. Il fallait avoir un avis. Si vous confondiez Hegel et Engels, vous avez engueulé. Donc ça, c'est pas du tout ça qui est en question. Mais c'est plus déjà effectivement peut-être que en tant qu'autodidacte, même si je suis allée après jusqu'au doctorat, quand on n'a pas un diplôme juste après, on a peut-être toujours envie de passer le diplôme qu'on n'a jamais eu quand on était jeune. Mais c'est pour ça que j'ai passé tous les diplômes que j'ai pu après en VAE, en cours du soir, en formation, en tout. Donc il y a peut-être de ça, mais là c'est surtout en fait pour partager des choses. Mon livre sur la culture du viol, il part d'une indignation, il part d'un moment où il y a plusieurs années, je suis à un déjeuner avec 9 copines, on est 10, et je sais plus comment la conversation part sur le harcèlement sexuel, les violences, les agressions sexuelles, et on est en train de manger, on rigole et tout, et puis chacune notre tour. Ouais, moi j'ai vécu ça, moi à la fois où il m'a tiré par les cheveux, il m'a traîné jusqu'à là. L'autre qui dit moi j'ai vécu le jour où voilà, le mec me suit, rentre, fait ça, machin. L'autre qui dit moi j'ai vécu, vous savez, mon ex machin qui me mettait des torgnoles tous les samedis parce que je sais pas quoi. L'autre qui dit moi aussi quand. Et en fait c'était un genre de mini MeToo mais en vrai avant l'heure. Et enfin comme tout on l'a connu quoi, ça c'est arrivé à toutes les femmes je pense d'avoir ce moment où on commence à parler de ça. Et là je me suis dit on est 10. Et on est à une statistique de 10 sur 10, même si elle n'est pas scientifique évidemment, mais on est 10 femmes sur 10 à avoir vécu des agressions sexuelles, du harcèlement, des violences sexuelles. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet, et je l'ai vu aussi quand j'étais mère adjointe dans mes permanences, la quantité de femmes qui venaient me parler de ça. Elles venaient pas demander un truc. J'avais plus de femmes qui venaient témoigner que de femmes qui venaient demander une place en crèche ou une dérogation pour l'école pour leurs enfants. Donc je me dis, il y a vraiment un sujet. Et je commence à travailler pour la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation politique d'utilité publique, à faire des notes d'analyse, etc. Et ils me disent les notes marchent hyper bien, mais pourtant c'est pas un sujet qui est traité de façon majeure en termes de politique publique. Donc il faut que tu proposes quelque chose. Et du coup j'ai réalisé que si les féministes américaines parlaient énormément de rape culture, il y avait énormément de livres là-dessus aux États-Unis, de cours même en fac, etc. En France, c'était vraiment un sujet qui n'était pas traité. Et du coup, j'avais envie de proposer ma définition de la culture du viol en France avec des exemples aussi français et de montrer comment ça c'était présent en permanence dans la société française. Ce livre, je l'ai dévoré. Alors, je voulais pas du tout aborder d'aspect polémique avec vous, mais il y a quand même quelque chose qui m'a surprise. C'est Raphaël Enthoven qui a écrit la préface de ce livre, qui est pas spécialement reconnu pour ses postures très progressistes sur les questions féministes. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, elle fait ça. Est-ce que c'est une espèce de contorsion idéologique qu'exige votre fonction? Est-ce que je peux vous demander ce qui fait qu'on demande à Raphaël Enthoven de faire la préface d'un livre aussi avant-gardiste sur les questions féministes? En fait, mon livre a été édité une première fois et là, il y avait une réédition poche. Et moi, j'aime bien avoir des préfaces, des contributions, etc. Et du coup, là, j'avais eu des conversations avec Raphaël Enthoven sur ce sujet et on n'était pas du tout d'accord. On n'avait pas du tout la même définition de la culture du viol. Et je trouvais ça intéressant. Donc, c'est absolument pas une contorsion. Enfin, franchement, je pense que la préface d'un livre sur la culture du viol aux éditions de l'Aube, c'est pas
voilà, c'est pas une nécessité. Mais je pensais que c'était intéressant d'un point de vue intellectuel d'avoir deux approches complètement différentes, d'avoir sa définition et la mienne. Je trouve que ça faisait quelque chose de complet. Et en plus, moi, la définition, elle est fausse, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Ouais, non mais why not? Je veux dire, l'idée, c'est pas de dire je détiens la vérité et la voici. L'idée, c'est de dire moi, il y a ma définition, puis il y a une autre définition avant. On peut adhérer. Ouais, mais la vôtre, elle adhérer, s'appuie sur un tas de recherches, sur des études sociologiques, sur des données psychologiques, statistiques. Lui, il se tape un délire sur c'est quoi la misogynie, en fait, au fond. Un délire, je sais pas. Mais un peu quand même. En tout cas, moi, j'aime bien la stratégie du cheval de Troie et je trouve que ça a bien marché. Voilà, je voulais en venir à quelque chose comme ça. Ok, jusqu'à présent, je trouve que ça a plutôt bien marché et c'est souvent comme ça que j'ai réussi à obtenir des choses. C'est en gros, je pense que quand on présente un vernis rassurant aussi pour les gens, on arrive à faire passer plus de choses que quand on arrive avec nos gros sabots en mode voilà. Et l'idée, c'était de dire aussi, je suis pas sectaire et s'il y a des gens qui suivent Raphaël Enthoven pour ce qu'il fait et qui peuvent du coup s'intéresser à la culture du viol par la porte d'entrée Raphaël Enthoven, je trouve ça bien aussi. Pourquoi pas. Ouais. Vous avez également écrit pour les éditions La Musardine, qui est connue pour ses fictions érotiques contemporaines de qualité. J'aime beaucoup cette grande liberté que vous avez à parler de sexualité. Les exemples sont très nombreux. Vous avez toujours été en interaction avec les travailleurs du sexe, par exemple, ce qui va pas de soi pour les militantes féministes. Voilà, on vous a vu très récemment sur scène jouer les monologues du vagin. C'est une dimension importante de votre engagement, la sexualité. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est important. Je pense que moi, je déplore le fait qu'au XXIe siècle, la littérature érotique, elle soit cantonnée à une sous-catégorie, alors que ça pourrait être aussi une forme d'exception culturelle française, voilà, avec Jean-Jacques Pauvert ou d'autres, ou Liaisons dangereuses ou d'autres. Et de façon générale, je pense qu'effectivement, le mouvement féministe, même s'il n'est pas monolithique et il n'est pas d'un bloc, mais je pense que c'est important de lier le féminisme à la question du corps des femmes et à la question de la manière dont les femmes doivent arrêter d'avoir honte de leur propre corps. Je pense que le fait d'avoir honte de sa sexualité, c'est à l'origine de beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes. Le fait qu'on dise, par exemple, aux jeunes filles, aux ados, en gros, qu'on leur fasse honte d'avoir leurs règles. Moi, je me souviens que j'avais plein de copines au collège qui voulaient pas aller au tableau parce qu'elles avaient leurs règles, elles avaient peur d'avoir une tache et qu'on sache qu'elles ont leurs règles. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que moi, je leur dis toujours, attendez, moi, j'ai mes règles, je m'en fous complètement. Si qui que ce soit est informé du fait que j'ai mes règles, je ne vois pas ce que ça peut... Je n'éprouvais pas cette espèce de gêne et de honte que mes copines éprouvaient. Et je me disais, mais les pauvres, c'est terrible, elles se briment de plein de choses. Et je pense qu'effectivement, quand on joue les monologues du vagin à Bobino avec Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri, c'est aussi pour porter ce message politique du corps des femmes, de dire, quand on commence par dire votre corps vous appartient, c'est aussi ça. Et moi, je crois que dans la sexualité, il y a une forme d'inégalité encore très forte entre les femmes et les hommes, puisque les hommes sont toujours vus comme, en gros, ceux qui désirent, et les femmes comme les sujets de désir ou de non-désir, et jamais comme des objets désirants, jamais comme responsables de leur propre désir et de leur propre plaisir. Et je pense que quand on considérera que le corps des femmes est important, qu'elles ont le droit de décider pour leur propre corps, qu'elles n'ont pas à avoir honte de leur corps, qu'elles n'ont pas à s'excuser de leur corps, qu'elles n'ont pas à cacher leur corps, etc., je pense qu'on aura fait vraiment un gros progrès. Leur corps et leur désir. Ouais, complètement, leur désir, leur plaisir aussi. Dans la représentation hétéronormée du rapport sexuel entre une femme et un homme, on voit dans les films et même dans la plupart de la littérature, le rapport sexuel s'arrête quand l'homme a terminé, entre guillemets. Et du coup, je me dis, comment on éduque toutes ces jeunes filles à leur propre plaisir? Comment on leur dit que, comme disait Doc, Doc est Diffoul, ce n'est pas sale, et comment elles peuvent se réapproprier aussi leur corps, ouais. La littérature érotique, c'est un moyen de faire ça. Une fiction, surtout écrite par des femmes, permet d'écrire une autre vision de la sexualité, en fait. Ouais, de représenter différemment. Il y a plein de femmes de jeunes générations, notamment La Musardine. Je pense à Octavie Delvaux, par exemple, qui a écrit... ce qu'elle a voulu faire, alors après on aime ou on n'aime pas, mais c'est une expérimentation. Elle a voulu faire un roman SM féministe
qui s'appelle Sex in the Kitchen. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas un pseudo, Octavie Delvaux, c'est une vraie personne qui n'est pas moi donc. Et c'est pas forcément le style que j'écrirais d'emblée, mais je trouvais ça hyper intéressant comme point de vue de se dire, voilà, les femmes peuvent se rapproprier ça. Il y a quelqu'un d'autre qui est très intéressant qui s'appelle Julia Palombe, pour qui j'ai coécrit notamment des paroles de chansons. Mais moi, c'était sur la maternité. Elle est chanteuse érotico-rock et elle fait des spectacles. Notamment, elle a une chanson qui s'appelle J'aime mon vagin. Voilà, on est dans le thème. Et elle invite les femmes à explorer et aimer leur vagin. Et je trouve que c'est aussi un message politique de dire, ouais, on peut être décontracté. Et moi, je suis absolument frappée par le fait de voir à quel point ça gêne les gens que des femmes parlent de leur sexualité. Genre, les hommes sont quand même en train de parler de leur sexualité en quasi continu depuis des générations, de façon plus ou moins, voilà, qui draguent ostensiblement, montrent de leur conquête, etc. On parle de pulsions incontrôlables pour expliquer n'importe quel geste déplacé. Comme si leur libido était à l'origine de tout. Et les femmes, on ne devrait pas avoir de désir, on ne devrait pas parler de ça, on devrait juste subir. Non. Alors la transition est toute trouvée et la question je vous la pose avec une grande décontraction parce que vous avez coordonné en 2016 un ouvrage qui s'intitule Lettre à mon utérus. Oui. Donc voilà la question rituelle de la poudre. Marlène Schiappa, comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Très bien. Et effectivement, j'ai dirigé un livre pour la Musardine qui s'appelle Lettre à mon utérus, qui était ma proposition. L'idée, c'était justement de répondre un peu au monologue du vagin. À l'époque, je savais pas que j'allais le jouer après, mais je voyais que l'utérus jouait un rôle important dans la vie de beaucoup de femmes, de mes amies, que pour tous les thèmes, que ce soit une amie qui souffrait d'endométriose, une qui avait un papillomavirus, une qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, donc en fait son utérus ne voulait pas avoir d'enfant, une qui était hyper fertile à l'inverse et qui tombe enceinte hyper régulièrement, sur qui les contraceptifs ne marchent pas très bien, etc. Une autre qui s'est vraiment épanouie dans la maternité, une autre qui parlait de ses règles, et on avait fait un sujet aussi, une des lettres à mon utérus, c'était sur ce qu'on appelle le syndrome du dortoir. Vous savez, le fait que les femmes se coordonnent de façon quasiment biologique. Toutes nos règles en même temps. Et qu'on a nos règles en même temps. Ouais. Alors, j'ai cherché des études scientifiques, etc. Elles se contredisent. Certaines disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est un mythe. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça incroyable de se dire qu'on a un peu un utérus connecté. Et ça n'existe qu'entre femmes. Les hommes n'ont pas ça. Il n'y a qu'entre femmes qu'on a ce truc où on s'aligne les unes sur les autres. Et ce que j'ai lu dans des recherches qui étaient publiées, c'était que ça ne marche que si on s'entend bien. Et je trouve ça, je sais pas si c'est vrai ou pas scientifiquement, mais je trouve ça incroyable de se dire que tu as une espèce de preuve de sororité biologique qui se met en place. Il y avait aussi une femme transgenre dans le recueil. Ouais, je trouve ça intéressant parce que je suis souvent interpellée par des auditrices et des auditeurs sur cette question, parce que ça donne l'impression qu'en fait que j'exclus du champ des femmes ceux qui n'en ont pas, celles qui n'en ont pas. D'accord. Et alors que il est possible pour aussi une femme transgenre de s'adresser à l'utérus qu'elle n'a pas, justement. Ouais, exactement. Elle a écrit une très très belle lettre. Il y a 2 lettres qui sont très émouvantes. L'une, c'est une femme qui a fait une PMA quand elle avait 47, 48 ans, quelque chose comme ça, qui a eu des petits jumeaux et qui a failli mourir pendant l'accouchement parce qu'en fait, elle avait un utérus, c'était une fille 10. Donc elle avait une atrophie, je ne saurais plus vous dire exactement, mais elle a dû avoir une greffe d'utérus et ensuite une PMA. Donc c'est vraiment beaucoup d'opérations lourdes, médicales, très dures, et en plus à 47 ans. Donc elle l'a fait en Espagne, donc beaucoup de choses très dures. Et après l'accouchement, qui s'est donc mal passé, on lui a retiré en fait cet utérus. Et c'était une souffrance horrible pour elle qu'on lui retire cet utérus qu'elle a mis si longtemps à avoir, même si elle a eu ses jumeaux, etc. Mais c'était vraiment dur pour elle. Et donc elle raconte ça, et puis il y a la lettre de cette femme trans, effectivement, qui parle à l'utérus qu'elle n'a pas et qu'elle aura jamais vraisemblablement, en disant ce qu'il lui aurait apporté aussi. Et puis ce qu'il lui aurait pas apporté aussi, elle dit en gros, voilà, elle est une femme et sa féminité passe pas juste par l'utérus qu'elle n'a pas, elle passe par plein d'autres choses, par le fait qu'elle se sente être une femme. Et c'est une très belle lettre aussi dans le recueil, oui. Je trouve ça intéressant que vous disiez ça parce que la maternité, ce mot maman qui est dans l'ADN même de cette association que vous avez créée, finalement, il peut être aussi polémique. Il y a beaucoup de femmes féministes historiques qui ont revendiqué le fait de pas devenir mère, qui ont même dit la maternité qui était une sorte de carcan en fait, qui nous empêchait d'être libres, d'être vraiment nous-mêmes. Comment vous dialoguez avec ce féminisme-là ?
Moi, je dialogue avec tous les féministes, mais quand j'ai été nommée, d'ailleurs, la première question qu'on me posait, c'est dans quel courant féministe vous êtes. Quand j'ai créé Maman Travail, on me disait, est-ce que vous êtes différentialiste ou est-ce que vous êtes existentialiste ? Et j'ai toujours dit, je me retrouve dans les deux. Il y a des choses d'Antoinette Fuchs sur la maternité, qui sont vraies, et il y a des choses d'Inter sur la construction de l'instinct maternel qui sont vraies aussi. Et là, 10 ans après, quand j'ai été nommée au gouvernement, on me disait, est-ce que vous êtes universaliste ou intersectionnel ? L'intersectionnalité, c'est un domaine de recherche, donc on ne peut pas être contre un domaine de recherche par définition. Et en même temps, on ne peut pas être contre non plus l'universalisme, dans la mesure où c'est juste penser que les droits des femmes sont valables partout où elles vivent sur la planète et quelles que soient leurs conditions, leur religion, etc. Donc on est les deux aussi. Et j'ai toujours été frappée par cette espèce de volonté d'avoir des chapelles, comme si on était suffisamment nombreuses, les féministes, pour se permettre de se dire qu'on ne va pas se parler entre nous parce que tel ou tel sujet. Mais pour vous répondre, oui, le mot maman, évidemment, il a fait polémique quand j'ai sorti le blog Maman Travail et quand il était diffusé sur Yahoo. Il y a toujours des gens pour nous dire qu'on était trop féministes, ou d'autres pour nous dire qu'on l'était pas assez et que maman, c'était pas féministe, que c'était sortir de là, etc. Et moi, justement, je voulais refuser les dogmes et c'est un peu une vision macroniste, 10 ans, 15 ans avant, c'est de dire on refuse l'idéologie et on veut aller sur ce qui est efficace. En gros, moi, je m'en fous de savoir si je suis essentialiste ou existentialiste. Je veux juste savoir comment je fais pour avoir une place en crèche, comment je fais pour être payée comme un mec, comment je fais pour monter mon entreprise, comment je fais pour être heureuse dans tout ça, et quelle que soit la situation que j'ai choisie derrière. Et votre utérus, à vous, il va bien ? Ça va, jusqu'à présent, je touche du bois. Après, il faut faire des contrôles régulièrement. J'ai une copine qui a eu des problèmes à l'utérus, qui nous harcèle toutes. Elle nous envoie plein de textos pour savoir à quand remontent nos derniers examens, etc. En disant, faut les faire. Elle a raison, faut les faire. Alors, vous entrez en 2014 à la mairie du Mans, auprès du maire PS Jean-Claude Boulard. Vous êtes adjointe chargée de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Est-ce que vous vous rappelez de votre entrée en politique et du sentiment que vous avez eu en arrivant dans cette drôle de planète-là ? Ouais, je m'en souviens très bien. Et puis, si j'avais tendance à oublier, j'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle Marianne est déchaînée, que je recommande. Donc voilà, même si j'oublie, je peux relire. C'était très dur. C'était... En fait, donc moi, j'étais élevée dans un milieu de gauche. J'ai pas eu d'engagement politique dans un parti, parce que justement, j'estimais que Maman Travail, c'était mon engagement. Et puis, j'avais vu beaucoup mes parents tracter, manifester. Ça m'attirait pas du tout. Et donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pas d'engagement politique. Je suis pas encartée. À 30 ans, je rencontre le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, que l'on salue, qui veut renouveler une partie de son équipe, qui veut prendre des gens qui viennent de la société civile. Je lui explique ce que je fais avec Maman Travail. Je viens d'arriver au Mans et on a un genre de coup de cœur réciproque. Et il me propose d'être sur sa liste et d'être maire adjointe et de m'occuper de ces questions d'égalité femmes-hommes, questions LGBT et de lutte contre les discriminations. Et effectivement, j'ai confronté un peu ma vision idéale de la politique à la réalité. C'est-à-dire la façon dont il y a des gens pour qui ce qui compte avant tout, c'est quelle place ils vont avoir sur la liste, plus que quels idéaux on va défendre. Ce qui était un petit peu décevant, parce que moi, j'avais une grande idée de la gauche. Et de voir qu'il y a c'était un peu décevant, c'était un peu dur, parce que comme j'étais une femme jeune de la société civile qui venait d'arriver parisienne, ça faisait beaucoup contre moi. Mais en même temps, c'était aussi passionnant, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme mentor le maire du Mans, qui a 72 ans, qui a été sénateur-maire, député, conseiller d'État, qui est ethnologue de formation, qui est un homme d'une culture incroyable, qui a énormément voyagé, énormément fait de choses dans sa vie, qui a été dans des cabinets ministériels, rocardien, très proche de Rocard, de la première heure. Donc, quelqu'un qui m'a vraiment transmis énormément de choses politiquement. Et vous avez rencontré une sororité aussi parmi les femmes politiques que vous avez pu croiser dans votre carrière ? Ça dépend. À la base, pas énormément. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus dures entre elles que les hommes. Moi, à chaque fois que j'ai été attaquée de façon sur le fait que je sois une femme, ça n'est pas arrivé beaucoup, mais les 2-3 fois où c'est arrivé, c'était par des femmes et pas par des hommes. Mais en même temps, il y a aussi effectivement une sororité. Je peux vous donner plein d'exemples, genre... Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, je me casse un talon dans une marche, sur la marche pour venir avec Knoll, parce que les gens se marchaient dessus, etc. Bref, je me casse un talon et elle me donne le bras pour m'aider à marcher. Quelqu'un lui propose de ravancer dans le cortège et elle dit non, je vais pas laisser ma collègue marcher toute seule. Elle a cassé son talon. Elle reste avec moi plus loin pour me donner le bras. C'est quand même très sympa de sa part, et des exemples comme ça, j'en ai pas mal, ouais.
Est-ce que vous vous rappelez, j'imagine que la réponse est oui, de l'émotion que vous avez ressentie le jour où vous avez été nommé ministre par Emmanuel Macron? Ouais, Par j'étais Édouard Philippe, plus, pour être plus précise. j'avais pas vraiment d'émotion, j'étais plus tétanisée. J'étais épuisée parce que je sortais de quasiment 1 an de campagne présidentielle où j'étais en permanence en porte-à-porte, en conférence, en réunion, en commission d'investiture pour choisir les 500 et quelques députés. Ouais. C'était des réunions de 8h, 9h, 10h, épuisantes. On faisait des meetings à Lyon, à Perpignan, à Lille, il fallait bouger sans cesse. J'étais vraiment épuisée et c'était un choc un peu... pour moi, d'être nommée, je m'y attendais un petit peu, mais ça a été quand même un genre de poids des responsabilités très fort. Dans les portraits qu'on lit de vous, on lit souvent le mot ambitieuse. C'est quelque chose que vous recevez comme un compliment? Ni l'un ni l'autre. En fait, moi, je me suis jamais demandé si j'étais ambitieuse. Je le lis effectivement dans les portraits. Dans les portraits, il y a des choses vraies et des choses moins vraies. Je sais pas. J'imagine que je suis ambitieuse. J'imagine que si j'ai écrit 20 livres, si je suis nommée au gouvernement, si j'ai fait plein de trucs en même temps, c'est sans doute que je dois être ambitieuse. Mais l'idée, c'est une ambition. Pourquoi faire? Pour porter quoi? Je pense que si j'étais juste ambitieuse, j'aurais pas choisi comme spécialité l'égalité femmes-hommes. C'est quand même pas le truc jusqu'à très récemment. L'égalité femmes-hommes, les droits des femmes, vous le savez très bien, c'est pas le truc le plus porteur du monde. C'est quand même la niche, le truc qu'on fait à la fin quand on a fait tout le reste, le truc sur lequel on galère pour mobiliser des gens, le truc qui a le moins de moyens au monde, quelle que soit la structure. Donc, je pense que si j'étais ambitieuse, je serais restée sur, parce que j'étais élue aussi au développement économique, je serais restée là-dessus. J'aurais fait quelque chose. Voilà, j'aurais pas monté une association dans laquelle j'étais bénévole 10 ans. J'aurais pas écrit des livres parce que écrire des livres, à part quand on fait le best-seller, mais je pouvais pas savoir à la base que j'allais en faire. Au début, c'est pas les trucs les mieux payés du monde. Les livres, on a les romans type Pas plus de 4 heures de sommeil où on vend des droits poche, des droits cinéma, etc. On est super bien payé, mais des livres d'analyse type La culture du viol, je crois que j'ai reçu 600 € bruts payés en 2 fois pour La culture du viol, pour des mois de travail. Donc c'est des choses qu'on fait par passion, par militantisme, par engagement, plus que par ambition. Vous avez regretté de ne pas avoir un ministère des droits des femmes de plein droit? Non, parce que je me suis déjà répondu là-dessus, mais en fait, on a cherché, au-delà du symbole, ce qui pouvait être le plus efficace politiquement. Et le plus efficace politiquement, pour moi, c'était d'être rattaché à Matignon. Donc d'avoir une structure rattachée au Premier ministre, ce qui nous permet, par exemple, d'avoir 4 millions pour l'année prochaine de montants de campagne de communication pour changer les mentalités sur les violences sexuelles. On l'aurait pas si on n'était pas rattaché à Matignon, parce que techniquement, c'est du budget de Matignon qui vient là. Donc c'est quelque chose qui me semblait efficace. Après, on verra ce qu'il en est dans l'avenir. Et donc, vous avez dû vous faire un chignon pour qu'on vous écoute quand on vous parle. Quand vous parlez, pardon. C'est ça, mais c'est un lapsus intéressant. Mais oui, c'est intéressant, clairement. Ouais, je l'ai fait pendant quelques temps. Bon, aujourd'hui, c'est plus un chignon de sortie de douche. Oui, c'est chignon de fin de journée, je reconnais. C'est ça. Ouais. Mais il y a quand même eu toute une période où, d'ailleurs, il y a ces images de vous à l'Assemblée que j'ai trouvées très impactantes. Et puis voilà, pour vous connaître depuis longtemps, je me rappelle que la première fois que j'ai vu cette photo de vous avec ce blazer noir, ce chignon bas à la Simone Veil, vous prenez la parole à l'Assemblée, j'ai fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la performance qui a dû être fait pour obtenir peut-être la stature ou en tout cas l'attention, donner l'impression je pense que c'est ni la stature ni l'attention. Je pense que c'est on est dans une société encore où il y a des codes. Et quand sur une scène arrive un homme blanc, âgé, en costume cravate, on se dit « Oh, voilà un expert brillant, j'ai hâte de savoir quel est son domaine d'expertise. » Quand vous voyez arriver une nana jeune, les cheveux détachés, en plus, dont les 2 seules choses que vous savez sur elle, c'est pas qu'elle a bossé comme un chien pendant 10 ans ou qu'elle est experte de ces sujets, c'est qu'elle avait un blog et qu'en plus, elle a les cheveux longs un peu bouclés avec un minimum de racisme derrière aussi. Parce qu'au début, on savait pas d'où j'étais originaire. Les gens tapaient Marlène Schiappa, Maroc sur Internet, etc. J'ai eu quand même des articles de l'extrême droite hyper violents disant que j'avais les cheveux étonnamment bouclés, que j'avais le teint étrangement mat, enfin des trucs vraiment borderline. Et du coup, je pense qu'il y a de ça, il y a vraiment cette représentation stéréotypée, hyper encore sexiste et hyper, on doit rentrer dans les... Un peu classiste aussi, je dirais même. Complètement. Et du coup, je me suis dit, ok, vous voulez me juger sur ça? Jugez-moi sur ça, il n'y a pas de problème. Je vais mettre une veste, je vais m'attacher les cheveux, je vais pas mettre de maquillage, je vais arriver le moins féminine possible.
et on va voir ce que je vaux. Et je l'ai fait, et j'ai l'impression que ça a plutôt marché comme retournement, parce qu'au début, tous les articles parlaient de mon maquillage, mes cheveux, mes tenues, mon blog, les livres érotiques, etc. Et ensuite, finalement, ils ont vu qu'il y avait du fond, ils ont vu que j'étais solide, que je lâchais rien. Et voilà, de façon immodeste, il y a des sujets sur lesquels je suis absolument pas experte, mais il y a des sujets sur lesquels je revendique d'avoir une totale expertise, et les sujets dont j'ai la responsabilité en font partie. Et je pense qu'on a fini par le constater, j'espère en tout cas. Mais je trouve qu'il y a quand même... Enfin, je voulais pas parler des traitements médiatiques parce que je risque de m'emballer et il faut que je reste calme car je reçois ici. Mais c'est vrai que quand on lit des articles vous concernant, par exemple, qui commencent toujours, enfin très souvent, surtout au début de votre nomination, par le mot clivante. Elle est clivante. Bah, en fait... Mais je l'ai eu à Elle Active, quand même, qui est censée être engagée. J'arrive... Là, maintenant, la semaine dernière ? Ouais, la semaine dernière. Qui est un super événement. Moi, j'avais travaillé, ça fait 7 ans que j'intervenais là-bas. J'avais travaillé la création d'Elle Active, etc. Et la façon dont j'étais présentée m'a interpellée parce que c'était la première phrase. C'était « On va recevoir quelqu'un qui est très clivante ». C'est what ? Enfin, les droits des femmes, c'est clivant, pardon, mais il y a des gens partout dans le monde qui veulent que les femmes n'aient pas le droit d'avorter, qui veulent que les femmes restent chez elles, qui veulent pouvoir continuer à harceler sexuellement des femmes. Donc, par nature, mais surtout, c'est un sujet... je trouve que ce mot vous décrit très mal. Oui, c'est Parce vrai. que finalement, au contraire, c'est plutôt une forme de consensus que j'observe autour de vous. C'est-à-dire que malgré les polémiques qu'il y a avec les associations, mais qui sont en fait de l'ordre de la normalité entre un gouvernement et milieu militant. Et puis qui sont surtout beaucoup montés en épingle, parce que j'ai vu un article disant que j'avais des relations dures avec le collectif féministe contre le viol. J'ai joué à leur profil les monologues du vagin. On a dîné côte à côte samedi soir. Oui. On est en contact régulier tout le temps. On a augmenté leurs subventions. Donc il y a des choses qui sont un peu aussi montées en épingle. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez fait justement une forme de consensus sur votre expertise. C'est-à-dire que personne, en fait, est venu vous contester le fait que vous savez de quoi vous parlez. Ça saute aux yeux et vous avez mis, je pense, très peu de temps, en fait, à le démontrer. Et donc voilà, je pense que ce mot qui est choisi souvent pour vous désigner est très mal choisi. Message à mes confrères et consoeurs. Et les violences sur Internet, celles que vous subissez, vous? Oui. Moi, j'ai pris le parti de pas en parler particulièrement parce que je pense que c'est désagréable, évidemment, quand on a 2000 notifications par jour de sale pute, meurs, je vais te crever, etc. C'est effectivement désagréable, c'est un euphémisme. En revanche, moi, je suis protégée. Je suis au gouvernement, j'ai un officier de sécurité. Voilà, il y a des gens qui regardent aussi les messages. J'ai pas, moi, la nécessité de les regarder forcément. Moi, je pense surtout aux petites jeunes filles qui ont 16, 17 ans ou qui sont en situation de vulnérabilité dans leur vie, quel que soit leur âge, et qui se prennent ces messages-là d'une violence incroyable. Et c'est pour ça qu'on a mis dans la loi que je porte un article sur le cyberharcèlement en meute, parce que je trouve que c'est vraiment un fléau de notre époque qui est récent, mais qui est insupportable et dont les femmes sont majoritairement victimes. Quand vous êtes une femme et que vous prenez la parole dans le débat public, quel que soit, c'est également réparti, que vous soyez de droite, de gauche, d'autres, les femmes, particulièrement les jeunes femmes, se prennent des tombeaux d'insultes permanents. Et est-ce que vous recevez, vous le gérez bien parce que vous venez d'Internet, vous connaissez bien ce milieu-là, vous êtes un peu rodé? Le seul truc qui m'angoisse un peu, c'est pour mes enfants, parce que ma fille est en âge d'aller sur Internet. Mais moi, j'ai commencé au Bondi Blog. Donc, si vous voulez, il y a 10 ans, j'étais au Bondi Blog où on avait déjà la fachosphère, déjà un site de fachosphère très connu que je ne vais pas citer pour ne pas leur faire de promotion, avait mis en ligne des infos personnelles sur moi et sur ma famille, avait mis mon numéro de téléphone, me donnait tous les surnoms les plus dégradants possibles parce que, justement, je défendais les quartiers, les jeunes des quartiers populaires, les femmes, la diversité, etc. Donc j'ai appris à gérer ça parce que j'ai été hyper bien encadrée au début au Bondi Blog où j'arrivais, j'avais 25 ans et on m'a appris vraiment, c'est Mohamed Hamidi qui est maintenant directeur artistique de Jamel Debbouze, et puis il y avait Nordine Nabili qui est journaliste, il y avait Serge Michel qui est prix Albert Londres, qui est un très grand journaliste, qui m'ont appris à me détacher des commentaires, à me détacher des articles en me disant un article c'est comme un bébé, tu l'as et après il vit sa vie. C'est plus ton article, tu dois plus prendre personnellement les choses qui sont postées. À qui répondre, quand, comment, tout ça je l'ai appris au Bondi Blog et après avec Maman Travail je me suis fait la main. Mais à la base c'est parce qu'au Bondi Blog on m'a donné toutes ces techniques de savoir ce qui marche pas, comment on fait réagir qui, comment on fédère une communauté, etc. Vous avez rendu hommage à pas mal d'hommes pendant l'émission, c'est rare, mais voilà. Mais j'ai eu cette chance d'être vraiment aidée, soutenue beaucoup par des hommes.
Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure rapidement, vous allez sortir un livre qui s'appelle « Si souvent éloigné de vous, lettres à mes filles », qui sortira le 9 mai chez Stock. Vous allez leur dire quoi à vos filles dans ces lettres ? Il y a énormément de choses, il fait 300 pages, donc j'aurais écrit beaucoup de choses. C'est principalement, l'idée, c'est de transmettre. J'écris à mes filles à chaque fois que je vais en déplacement, donc c'est-à-dire très souvent. Donc dès que je suis dans l'avion, dans le train, etc., je travaille un peu et après j'écris à mes filles. Et il y a des choses que j'avais envie de leur passer. Il y a des choses aussi que je leur raconte, qui datent de l'époque où elles étaient bébés. Et puis surtout, je raconte en fait dans ce livre comment justement le fait d'avoir des filles, ça a construit mon engagement. Et avec une partie vraiment engagée, comme quand ma fille qui a 11 ans et demi parle avec sa copine des techniques pour échapper au harcèlement de rue, où là je me dis en une génération on n'a pas progressé, parce que moi c'est les conversations que j'avais avec ma sœur à 15 ans et ça fait donc une génération entière que ce sujet est en dehors des radars des politiques publiques. Donc il y a un sujet vraiment par rapport à ça. Et puis des choses vraiment très de la vie quotidienne, de conciliation, vie pro, vie familiale, c'est-à-dire le dilemme, vous avez un séminaire gouvernemental le jour du spectacle de fin d'année des enfants. Et voilà, comment vous vivez ça, comment vous gérez ça. Il y a une culpabilité ? Oui, forcément, mais ça, je crois que c'est vraiment inhérent à toutes les mères qui travaillent. Moi, même dès le congé maternité, je me sentais coupable. La maternité, c'est quand même le terreau des injonctions contradictoires où vous devez allaiter, mais pas en public et pas trop longtemps. Vous devez faire ci, faire ça. Enfin, c'est vraiment des injonctions contradictoires permanentes. Et je pense qu'on a forcément cette culpabilité quel que soit ce qu'on fait. Et moi, j'en ai peut-être moins maintenant. Vous en êtes bien libérée. Je vous ai entendu dans l'interview dire merci à Gulli pour garder vos filles quand vous avez du travail le week-end. Oui. Je vous ai adoré de dire ça. C'est possible. Non, je crois que c'était pas le week-end. C'était dire que parfois, le soir, quand j'avais pas de mode de garde au début, quand j'étais nommée, il y a un petit coin avec une télé. Donc, je les emmenais au ministère. Je travaillais. Elle s'installait devant Gulli pendant 1 heure. J'étais traitée de mauvaise mère, bien évidemment, pour cela. Oui, mais il n'y a pas un parent qui fait pas ça. Peu importe. Voilà. Et puis, je me dis, si moi, je peux faire ça et décomplexer des mères qui font exactement la même chose et qui vont se dire ah ouais, je suis pas une si mauvaise mère parce que je fais aussi ça comme elle, tant mieux, ce sera gagné. C'était le but de Maman Travail et si je peux continuer à faire ça, tant mieux. Est-ce que vous avez encore un peu parfois accès à votre chambre à vous ? Virginia Woolf, moyennement. Non, en fait, ce qu'on n'a pas, la chose dont on manque, je pense, quand on est au gouvernement, c'est de solitude. On n'est jamais seul. On est toujours avec des conseillers qui sont adorables au demeurant, mais avec un officier de sécurité. Voilà, moi, très, très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai pris le métro souvent pour venir ou pour me déplacer le week-end. Et je me faisais engueuler par ma chef de cabinet qui me disait « Tu peux pas prendre le métro, c'est pas possible, tu le prends pas toute seule, t'appelles des officiers de sécurité, on prend le tour, etc. » Un des premiers jours, je suis partie, il était 13h30, je suis partie m'acheter un sandwich. Et tout le monde m'a cherchée et ne savait pas où j'étais. Et quand j'ai dit, mais en fait, je suis allée m'acheter un sandwich, tout le monde a ouvert des yeux énormes en disant, t'es ministre, tu vas pas t'acheter un sandwich, quelqu'un va l'acheter pour toi, ou quelqu'un t'accompagne si vraiment tu veux y aller toute seule. Mais moi, j'avais juste besoin d'aller marcher et m'acheter un sandwich, tout à fait banalement, quoi. Et effectivement, le fait de voir un peu, pas avoir la main sur ce qu'on fait et d'être tout le temps accompagné de beaucoup de gens, ça fait qu'on ne peut pas toujours se reconnecter à soi-même directement. Vous arrivez parfois, vous avez des petites techniques, des choses qui vous permettent de vous retrouver quelques minutes ? Non, j'écris beaucoup, du coup, c'est vraiment ma manière de me retrouver avec moi-même. Mais voilà, j'arrive à gérer, je crois. C'est pas non plus... Voilà, faut relativiser, je travaille pas à la mine. Moi, j'avais une arrière-grand-mère qui était lingère... quasiment pas payée dans une famille au bord de l'Ouche quand elle était petite. J'avais une autre arrière-grand-mère qui, à l'âge de 8 ans, a dû prendre la responsabilité de sa famille parce que sa mère est morte et que c'était la sœur aînée et qu'elle a dû s'occuper de ses petits frères et sœurs alors qu'elle était elle-même encore une enfant et elle n'a pu jamais aller à l'école, elle n'a jamais rien fait pour elle s'est toujours dévouée aux autres. Donc moi, je crois que je peux pas... voilà, si mon pire problème, c'est d'aller m'acheter un sandwich, ça va. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La féminité. Alors, je sais que c'est super cliché, mais la poudre, avant tout, c'est la poudre, la poudre des maquillages. Voilà, c'est la féminité assumée, je dirais. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci à vous. Merci à Marlène Schiappa d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes.
elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre.